Fall is all about cozy comforts, and with Hero Bread, you can enjoy all your favorites and still hit your health goals. From breakfast bagels and meal prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's FALL25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information. La NFL est de retour et si vous avez besoin d'un ballon, vous retrouvez toute la gamme officielle Wilson chez Decathlon. Wilson, c'est le partenaire historique de la NFL depuis sa création. Et chez Decathlon, vous pouvez découvrir The Duke, la réplique authentique du mythique ballon de match utilisé par les plus grands joueurs. Mais vous avez aussi la version miniature, idéale pour les fans, le ballon NFL encore, conçu pour le jeu, et le ballon NFL Throwback aux couleurs des 32 équipes de la NFL pour afficher votre soutien. Que vous soyez joueur ou supporter, vous pouvez donc faire confiance à l'expertise Wilson. C'est disponible dès maintenant chez Decathlon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle pastille preview de cette NFL version 2025. L'une des dernières pastilles, on approche de la fin, ça y est. Et ça veut dire aussi qu'on approche du début de cette saison régulière pour parler aujourd'hui des Detroit Lions, l'une des meilleures équipes de l'an dernier. Je suis avec Raphaël Masmejean. En fait, Raph, toi tu n'as pas bougé, c'est moi qui suis venu remplacer Raoul. Comment ça va, Raph? Eh ben écoute, ça va très bien Lucas. Bonjour à toutes et à tous. Et très content de parler de cette belle équipe des Lions. Ouais, content de parler des Lions parce qu'il y a quelques jours, on en avait parlé, on avait un petit peu teasé, on avait dit on allait en parler. On s'était rendu compte en plus qu'on allait en parler tous les deux de cette équipe des Lions qui a fini la saison dernière avec 15 victoires pour seulement 2 défaites. Ils ont fini premier de la NFC Nord et ils ont perdu en playoff leur premier match de playoff face aux Commanders. On s'en rappelle, une défaite 31-45 lors du Divisional Round. C'était l'an passé l'une des meilleures franchises de la ligue, hein. Elle a gagné peut-être la division la plus compliquée de cette NFL, la NFC Nord. Ils ont fini premier. On rappelle, hein, NFC Nord, il y avait 3 équipes en playoff. Ils ont fini premier, sauf qu'en fait, il y a eu une tuile en playoff. Je viens de le dire, ils se sont cassés les dents face à des Commanders qui n'étaient pas censés les battre. Et puis finalement, ils se sont fait éliminer des playoffs alors qu'on les imaginait beaucoup plus haut. Il y avait certes beaucoup de blessés l'an dernier, on pourra en parler, mais quand même, quand les playoffs sont arrivés, ce n'était pas vraiment une excuse. Et du coup, à l'intersaison, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements, mais on a eu pas mal de prolongations. On a signé des joueurs de complément. On a décidé de rester un petit peu dans la continuité en imaginant que ça pouvait continuer et qu'on allait pouvoir laver l'affront, entre guillemets, de cette défaite en playoff. On peut quand même noter les départs de Carlton Davis sur le troisième rideau au poste de cornerback. DJ Reed est venu le remplacer quasiment poste pour poste. Et puis, il y a eu quelques départs, notamment Kevin Zeitler sur la ligne offensive et la retraite de Frank Ragnow, le centre. On en parlera certainement. Malgré tout cela, Raph, malgré la défaite en playoff, malgré ces quelques départs remplacés ou pas, on est quand même sur, avant de rentrer précisément dans l'effectif, on est quand même sur peut-être l'un des plus bels effectifs si on prend toutes les escouades au global de la ligue. Ouais, je te rejoins complètement. Je pense qu'on est sur l'un des effectifs les plus complets. Un peu de tête comme ça, pour moi, c'est top 3 probablement avec Baltimore et Philadelphie peut-être. Et allez, les Bills, allez, top 4. Disons qu'on a peut-être ces 4 équipes vraiment au-dessus du lot en termes comment dire, de profondeur d'effectifs, de talent individuel sur l'ensemble des escouades, j'ai envie de dire. Donc ouais, on a un des effectifs les plus complets et peut-être même encore plus, allez, si on doit donner un point encore au-dessus, peut-être même encore plus en attaque. Ouais, clairement, clairement. Et justement, on va en parler de cette attaque, vous en avez l'habitude. Ça fait désormais plusieurs jours que vous écoutez ces pastilles-là. On parle des points forts, on parle des points faibles, on parlera d'un facteur X tout à l'heure. Et puis on donnera notre pronostic. Et justement, le point fort, on peut parler de cette attaque-là. Moi, je me suis noté déjà en point très fort les skills players. Tu parlais de comparaison par rapport à d'autres équipes. Peut-être que du côté des Lions, on a peut-être les meilleurs skills players de la NFL. Quand on parle de skills players, on parle des joueurs qui peuvent toucher le ballon en dehors du quarterback, c'est-à-dire les running backs, les receveurs, les tight ends aussi. Quand on prend ces 3 groupes de joueurs-là, les Lions, il y a pas beaucoup d'égal dans la ligue. Peut-être, allez, les Eagles, je m'étais noté peut-être les Eagles, mais c'est vrai que ça reste le très très haut du panier.
Oui, oui, c'est effectivement, je suis pas sûr qu'il est meilleur qu'eux. C'est le très haut du panier à ce niveau-là. On a cette espèce de monstre à deux têtes au niveau du jeu au sol avec Jahmyr Gibbs et David Montgomery, de joueurs extrêmement complémentaires, de coureurs qui allient à eux deux puissance, vitesse, accélération, capacité d'esquive à casser les plaquages. Montgomery est une vraie force brute, on va dire. Mais pour autant, faut pas le réduire à juste un coureur physique, hein. Il est aussi capable d'avoir des belles pointes de vitesse, etc. Jahmyr Gibbs est une sorte d'anguille qui, par certains, je trouve à certains côtés, me rappelle un peu Alvin Kamara, cette capacité à être extrêmement vif sur ses appuis, vraie pointe de vitesse, mais aussi à être important sur le jeu de passe, à être une vraie solution complémentaire. L'an dernier, il fait 52 réceptions, 517 yards du côté de Jahmyr Gibbs. Donc ouais, t'as ce monstre là à deux têtes au niveau du jeu au sol. Et puis sur les cibles, Amon-Ra St. Brown est un receveur numéro un largement établi maintenant dans la ligue. Jameson Williams a passé un cap l'an dernier clairement. Puisqu'il a franchi la barre des milliards, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas pas très très loin. Et Sam Laporta est un tight end qui a démarré un peu timidement l'an dernier et qui est bien revenu en fin de saison. Je pense qu'il va repartir sur cette dynamique. Donc, ouais, je vais peut-être pas. Enfin, si, je les ai cités du coup quasiment tous un par un, mais non, non, c'est un super groupe. Ouais, c'est un super groupe et puis je vais venir étayer tout ce que tu viens de dire parce que je suis totalement d'accord avec quelques statistiques pour vous un petit peu vous preniez la mesure pour ceux qui se rappellent pas exactement de l'an dernier, pour ceux qui découvrent aussi peut-être cette équipe-là. Mais le monstre à deux têtes, tu disais Jahmyr Gibbs, David Montgomery qui sont les deux running backs qui ont le ballon. L'an dernier, sur la totalité jeu de passe jeu au sol, c'est plus de 3 milliards ensemble et 32 touchdowns au total. Il y en a 16 au sol pour Jahmyr Gibbs et 4 dans les airs. Il y en a 12 au sol pour Montgomery. Tu as cité les yards, donc vous imaginez deux joueurs qui font plus de 3 milliards, 32 touchdowns. Et il y a des équipes parfois qui n'ont pas, je suis pas sûr que les Patriots aient marqué 32 touchdowns l'an dernier. Il faudrait vérifier. En tout cas, il ne doit pas être loin. Donc c'est vrai que c'est très impressionnant. Tu parlais du duo de receveurs. Les deux ont dépassé les milliards. Tu l'as dit. Amon-Ra St. Brown, c'est plus de 1200 yards avec 12 touchdowns. Jamison Williams, c'est plus de milliards avec 7 touchdowns. Donc voilà, ça fait beaucoup de statistiques, mais c'est pour vous donner l'ampleur un petit peu de cette attaque qui a été impressionnante. Et puis forcément, elle a été menée par Jared Goff. Et puis il faut en parler, on parle des skills players, mais Jared Goff, on a été peut-être les premiers à dire que c'était pas forcément excitant, que c'est du côté des Rams quand il a commencé sa carrière. Il y a eu des saisons très bien, il y a eu un Super Bowl, mais il y a eu des saisons aussi où on se posait beaucoup plus de questions. Et pourtant, c'était Sean McVay. Ça fait quelques années que c'est très fort. Et l'an dernier, on peut considérer que c'est peut-être sa meilleure saison. Il est top 5 du MVP, il me semble. Et puis, si tous ces joueurs-là ont performé, alors certes, il y a du sol, mais quand on citait les yards dans les airs, forcément, le ballon, il vient de Jared Goff. Et Jared Goff, c'est du très solide. Oui, oui, il s'est établi comme un des bons, voire par moment très bons quarterbacks de cette ligue. Je suis d'accord avec toi sur le fait que finalement, depuis son arrivée à Détroit, il y a eu peut-être la première saison un peu d'adaptation. Et depuis, c'est un quarterback à qui t'as rien à reprocher globalement. Euh, il conduit très bien cette attaque. Il est dans un système qui lui convient parfaitement, où il a à faire, il fait ce qu'il faut. Il y a toujours la question, est-ce il pourrait conduire cette attaque juste sur ses épaules, mais en même temps, j'ai envie de dire que la question se pose pas vraiment. Il y a tellement de qualité autour de lui que de toute manière, c'est pas ce qu'on en attend. Donc non, pour moi, il y a il y a pas vraiment de doute sur Jared Goff et sa capacité à conduire cette équipe au bout. Ouais, c'est vrai que voilà, je disais, il y avait ces années aux Rams qui nous faisaient poser des questions. Il est arrivé aux Lions et on se disait, ouais, bon, là, les Lions, c'est récent, on se rappelle des Rams, puis là, ça commence à faire quelques années, tu l'as dit, et il commence à avoir de l'assurance. En tout cas, on commence à avoir des certitudes sur Jared Goff. Mm. Donc, c'est vrai qu'on peut considérer que l'année prochaine, on ne sait pas s'il sera top 5 MVP, mais qui fera une bonne saison. C'est vrai que c'est devenu une certitude dans cette ligue. Si on passe de l'autre côté du terrain, parce que cette équipe-là, je l'ai dit, elle a gagné de nombreux matchs l'an dernier, 15 matchs, c'est pas seulement grâce à son attaque, c'est aussi grâce à cette défense. Et là, j'ai envie en plus d'être un peu direct. J'ai envie de dire que Raph, quelle ligne t'impressionne le plus dans cette défense? Parce que j'ai mis dans les points forts quasiment toute la défense parce qu'elle est très solide. Mais quelle ligne t'impressionne le plus? Si on parle du backfield défensif, du troisième rideau, des linebackers ou de la ligne défensive qui est la ligne dans les tranchées, qu'est-ce qui ressort le plus pour toi du côté de cette escouade défensive?
Écoute, je pense que là, compte tenu d'encore une ou deux absences qu'il y a du côté de Détroit, et je pense notamment au defensive tackle Ali McNeil, qui est encore blessé et qui reviendra un peu plus tard, ainsi que Levi Onwuzurike, ça fait deux blessés sur la ligne défensive, où, du coup je la mettrai un peu derrière sans eux, et je partirai sur le backfield défensif en fait comme à titre personnel comme étant probablement la meilleure escouade de cette défense, en tout cas la plus complète à mon sens. DJ Reed qui est arrivé des Giants, c'est un super cornerback et je pense même un cornerback un peu sous-coté. Brian Branch, on l'a vu depuis sa draft, le safety, est devenu l'homme à tout faire de cette défense et a atteint un super niveau. Kirby Joseph, c'est solide. Terrion Arnold était rookie l'an dernier. On peut compter sur une progression. Ils ont fait venir Rocky Ya-Sin, qui est un cornerback de rotation intéressant, je trouve. Enfin, pour moi, je trouve que vraiment ce backfield défensif est ultra complet. Tu as aussi bien des joueurs, des playmakers capables de faire des interceptions que des joueurs vraiment plus à l'image, je pense, d'un DJ Reed, plus dans je suis mon receveur, je vais pas faire d'interception, mais je le colle tellement que les passes sont compliquées. Donc moi, c'est vraiment une escouade qui me fait pas mal de l'œil pour le coup. Ouais, et du coup, j'ai ressorti une statistique. J'imaginais que tu parlerais du troisième rideau, et en effet, il est très fort, je suis assez d'accord. Mais paradoxalement, quand on regarde les statistiques, l'an dernier, c'est l'une des équipes les plus faibles contre la passe. Mm. 244 yards encaissés, c'est la 30e équipe. Et contre la course, c'est l'une des meilleures avec 98 yards, cinquième équipe meilleure contre la course. Qu'est-ce qu'on fait de cette statistique? Est-ce qu'on considère que c'est parce qu'ils étaient souvent devant et que les équipes Mm. devaient lancer contre elles et on ne s'inquiète pas parce qu'on sait les statistiques, on peut leur faire dire ce qu'on veut? Ou quand même cette statistique pour toi elle est importante? Non, non, alors, ça reste important malgré tout, mais le premier argument que tu avances, moi je le retiens particulièrement, celui que Détroit étant souvent en avance au score, les équipes derrière sont obligées de passer mécaniquement plus. C'est un classique en NFL, quand tu es en retard au niveau du scoring, tu as tendance à augmenter le nombre de passes. Peut-être qu'en plus là, d'autant plus que les adversaires étaient invités à passer parce qu'ils n'arrivaient pas à passer au sol. Donc mécaniquement, le backfield défensif laisse passer un peu plus de yards, mais j'ai pas noté, mais dans mes souvenirs, c'était pas une des pires défenses en termes de touchdown encaissé à la passe. Justement, dans mon souvenir, mais peut-être que je me plante, hein, mais il me semble avec toutes les pastilles de l'intersaison, en regardant, ils n'étaient pas dans les pires à ce niveau-là, ce qui peut laisser penser ils prennent des yards, mais ils arrivent à rééquilibrer la chose une fois dans la zone de vérité, on va dire ça comme ça. Mais oui, ça peut être une critique. Ça peut être une critique, mais disons que les nouvelles arrivées, notamment, moi je pense à DJ Reed, me font dire, et la deuxième année de Terrion Arnold, me font dire que ça peut être encore meilleur que l'an dernier. L'an dernier, les Lions, ils n'encaissent que 18 yards 18 touchdowns, pardon, dans les airs sur la saison entière. C'est la deuxième meilleure équipe Ouais. sur ce point-là, derrière les Bears. Ils sont à égalité avec les Jets. Donc en effet, comme tu le dis, le symbole toujours, la métaphore qu'on utilise assez souvent, c'est-à-dire le bambou qui plie, mais qui rompt rarement. Euh, Mm. je suis assez d'accord avec toi. Juste pour parler de cette défense-là, moi, la ligne qui m'impressionne le plus, c'est la ligne des linebackers. C'est sûr que la ligne des linebackers, c'est pas forcément la ligne dont on parle le plus souvent. C'est peut-être pas la ligne la plus importante en NFL. Si on a un bon backfield et une bonne ligne défensive, on peut gérer un des linebackers moyens. Mais par contre, quand on a des très bons linebackers, on sait que ça peut faire du bien. On sait que ça peut gérer une défense et faire monter d'un cran une défense. Et quand on voit les linebackers, Jack Campbell notamment, qui est peut-être top 5 linebacker de NFL, vraiment, ça met un capitaine, ça met un gestionnaire au milieu de cette défense qui fait énormément de bien et qui peut gérer, qui peut un peu tout faire. Alex Anzalone, qui lui est à côté de lui, qui est souvent blessé malheureusement, mais qui peut aussi aider. Donc c'est vrai que je suis plutôt impressionné par cette ligne de linebacker. Forcément, comme je l'ai dit, c'est pas la plus importante. Et tu as parlé du backfield défensif qui est très bon. Mais je voulais voilà, mettre un peu en lumière cette ligne de linebacker. Et du coup, désormais, si on parle des points faibles, est-ce qu'il y a un point faible dans cette équipe? On a parlé d'un effectif très complet. On a parlé d'une attaque qui pouvait faire exploser tout le monde. On a parlé d'une défense avec des lignes qui sont incroyables. Tu as parlé du backfield défensif, des linebackers, la ligne défensive, Mm. tu as dit il y a quelques blessés. Mais est-ce qu'il y a un point faible? Et est-ce que voilà, donne-nous ton point faible et donne-nous, est-ce que t'es allé le chercher? Est-ce que t'es allé vraiment parce qu'il fallait trouver un point faible ou il y en a un qui te saute aux yeux? Alors, disons que moi, j'aurais peut-être deux points faibles. Je te dirais qu'il y en a un qui me saute aux yeux et un que je suis allé un peu plus chercher.
Celui qui me saute aux yeux, le Il faut point faire faible 15 quand même. minutes, quoi. Parce qu'il faut faire 20 minutes, donc tu t'es dit, Voilà, il y a des choses qu'il c'est faut. ça, exactement. Donc le premier point faible qui me saute aux yeux, c'est quand même, à mon sens, même si la défense arrive à être compétitive, c'est le manque d'un pass rusher numéro 2. On l'a vu l'an dernier quand Aidan Hutchinson s'est blessé. Il y a eu plusieurs semaines d'ajustement de la part de l'ancien coordinateur défensif Aaron Glenn pour trouver les solutions pour mettre la pression, etc. Parce qu'il n'avait pas ce pass rusher numéro 2. Et je trouve que c'est quand même quelque chose qui manque. Alors bien sûr, c'est la cerise sur le gâteau. Toutes les équipes n'ont pas deux super pass rushers. On entend, enfin on s'entend. Mais c'est pour moi toujours un plus et je trouve qu'ils l'ont pas. Et c'est pour ça qu'à une époque, quand il y avait des rumeurs sur la volonté d'aller chercher Trey Hendrickson chez les Bengals via un trade, je trouvais ça plutôt intéressant. Donc ça serait celui qui me saute aux yeux. D'accord. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément, mais je suis d'accord avec toi, c'est peut-être pas forcément celui que j'aurais mis, mais je suis d'accord, il manque ce pass rusher numéro 2. Et en effet, quand on regarde la draft, on a certes drafté sur cette ligne défensive avec la venue de Williams en tackle, mais c'est vrai que c'est pas forcément le pass rusher numéro 2. On a pris des joueurs voilà, sur les lignes, on a pris un receveur aussi, mais c'est vrai qu'il manque peut-être un pass rusher numéro 2. Moi j'avais plus vu, et c'est peut-être ton autre point faible, l'intérieur de cette ligne offensive parce qu'on l'a dit, il y a des changements dans cette ligne offensive. Mm. Il y a Frank Ragnow qui était peut-être l'un des meilleurs centres de NFL qui a pris une retraite, qui en plus apparaissait un petit peu comme une surprise apparemment pour les Lions. Donc on n'a pas forcément de solution de repli prioritaire. En tout cas, on va trouver une solution puisque on le sait, c'est Glasgow qui va certainement passer au poste de centre. Mais tout de même, on a la perte cette fois à la free agency de Kevin Zeitler, le garde qui a quitté le Michigan et qui du coup laisse un vide aussi dans l'intérieur de cette ligne offensive. Donc c'est vrai qu'on va se retrouver voilà, avec un joueur drafté au deuxième tour, Ratledge, qui va jouer garde. On va Graham Glasgow, qui lui était garde, va passer centre. Et puis on a un Mahogany qui va être l'autre garde. Donc c'est vrai que ça va être un intérieur de ligne qui. Alors c'est vrai que peut-être ça saute pas aux yeux en tant que point faible parce que on ne sait pas encore, ça peut très bien fonctionner, surtout qu'il y a des tackles sur les côtés qui sont parmi les meilleurs tackles de la ligue, que ce soit en run block ou en tout cas pour la protection de passe. Mais c'est vrai que cet intérieur de ligne, à minima, c'est un point d'interrogation parce que il est remanié par rapport à l'an dernier et il va falloir trouver des solutions. Et c'est vrai que quand on regarde par rapport à l'an dernier, à minima, je pense que une escouade ou en tout cas c'est un secteur qui va baisser peut-être un peu en qualité. Ouais, t'as raison. Cet intérieur de ligne pose question et peut paraître un point faible parce que depuis 2 3 ans, même plus que 3 ans sans doute, les Lions avaient une des toutes meilleures lignes offensives. Et c'est vrai que là, en démarrant la saison, on ne sait pas si ça va être le cas. On ne sait pas si elle va rester une des meilleures lignes offensives parce qu'il y a ce nouveau trio à l'intérieur. Donc, en tant que prétendant au titre, on peut le voir comme un point faible, clairement, au moment de débuter la saison. Ça aurait pu être un facteur X, mais on le met en point Mm. faible. Désormais, qu'est-ce qui est pour toi le facteur X? Bah, c'est ce changement ce double changement de coordinateur, j'ai envie de dire, puisqu'on le rappelle, les Lions ont perdu Ben Johnson, leur coordinateur offensif, qui est devenu coach des Bears, et Aaron Glenn, qui est devenu coach des Jets. Donc, pour moi, c'est vraiment une des interrogations et un peu le facteur X de la saison, c'est comment Dan Campbell parvient à garder le cap avec deux nouveaux coordinateurs, comment il parvient à garder une équipe au même niveau en attaque en défense sans perte à ce niveau-là. On sait que Ben Johnson appelait les jeux, par exemple, en attaque. Donc, comment le remplaçant de Ben Johnson est-ce qu'il aura un play calling toujours aussi efficace ou pas? Voilà, donc il y a quand même ces questions-là de changement de deux coordinateurs d'un seul coup. Certains coachs arrivent à continuer positivement sur leur coordinateur, d'autres galèrent. Pour moi, c'est un peu un des facteurs qui pourrait expliquer oui ou non si Détroit baisse de niveau cette saison. Je suis totalement d'accord avec toi, je m'étais noté ces facteurs X-là. J'essayais de me rappeler quelle équipe récemment avait perdu deux coordinateurs. Pour moi, il y a les Eagles quand ils sont allés au Super Bowl perdus, où ils perdent leurs deux coordinateurs, Oui, Steichen Gannon. et Gannon. Et on a vu que la saison d'après, ça avait été un peu compliqué pour plein de raisons, mais ça a fait partie aussi des raisons. Je ne sais pas s'il y a une autre équipe récemment, je ne suis pas sûr, parce que perdre deux coordinateurs, ça veut dire que les deux, à minima, vont head coach ou changent d'équipe, donc ils sont demandés. Donc c'est vrai que ça pose question. Et comme tu le dis, ça peut
peut donner à minima une saison de transition, ce que les Lions n'espèrent pas forcément. Je ne sais pas si tu les as cités, mais c'est Kelvin Shepard qui va être le coordinateur défensif. Lui, on est plutôt dans la continuité. C'est quelqu'un qui était le coach des linebackers, on en parlait tout à l'heure, et qui va être désormais en charge de la défense. Et pour la défense, je me fais un peu moins de soucis parce qu'il y a du talent comme en attaque, mais il y a une continuité, il y a une culture. J'ai l'impression que la culture Dan Campbell, elle marche. Alors Dan Campbell, il vient peut-être un peu plus de l'attaque, certainement, mais quand même, on a l'impression qu'il a mis une culture défensive en place, et je pense qu'on va suivre sur la continuité. En revanche, c'est vrai que le coordinateur offensif, c'est John Morton qui va arriver. Et là, il y a un peu plus de questions peut-être. Lui, il connaît la maison. Certes, il y était là il y a quelques saisons, mais ça fait 2 ans qu'il n'est plus là. Il était du côté des Broncos, coordinateur du jeu de passe, il me semble. Il a fait du bon travail avec Bonix, mais tout de même, il a quitté la maison Lions. Il y a 2 ans, en tout cas il y a 3 saisons, les Lions n'étaient pas la même équipe, par définition. Donc voilà, à voir. Et puis surtout, Ben Johnson, tu l'as dit, on l'annonce comme un génie. On verra ce qu'il fait au Bears, mais les génies, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Et donc, du coup, bah, forcément, même si John Morton est bon, il peut y avoir un petit recul, un petit pas de recul par rapport à Ben Johnson. Donc c'est vrai qu'il y a cette question-là. Et puis ça peut aussi très bien marcher parce qu'il y a énormément de talent, parce qu'il y a Dan Campbell, parce qu'il y a une culture, parce qu'on peut gérer tout ça. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un vrai facteur X, c'est une vraie question à voir comment gérer ça. En tout cas, quoi qu'il arrive, je suis d'accord avec toi, c'est pas anodin et c'est à surveiller, d'autant que le calendrier sera vraiment pas évident. Et on va le citer parce que les Lions commencent du côté des Packers avec un déplacement à Green Bay. Ils vont ensuite jouer, recevoir les Bears, se déplacer aux Ravens, recevoir les Browns, se déplacer à Cincinnati, se déplacer à Kansas City pour affronter les Chiefs, recevoir les Buccaneers avant une semaine de repos. Déjà, ça fait un début de championnat très solide. Ensuite, il y a réception des Vikings, déplacement chez les Commanders, déplacement chez les Eagles, réception des Giants et des Packers, puis des Cowboys, déplacement à Los Angeles pour affronter les Rams, réception des Steelers, déplacement à Minnesota pour affronter les Vikings, puis les Bears à l'extérieur à Chicago pour terminer la saison. On l'a dit, cette division, elle est très solide et on continue de le dire, elle risque de l'être très forte encore cette saison. Il y a un déplacement aux Eagles, il y a un déplacement aux Chiefs, il y a un déplacement aux Bengals. Donc il y a vraiment, Mm. il y a un déplacement aux Ravens. Il y a vraiment un calendrier très compliqué pour les Lions. Qu'est-ce que tu vois comme pronostic? Ouais, calendrier compliqué effectivement, mais malgré tout, je pense qu'il y a trop de talent pour que le bilan baisse trop dans cette équipe. Donc moi, je suis quand même parti à 12 victoires. Ouais, 12 victoires pour moi aussi. Pour moi aussi. Et que je considérais comme une très bonne saison parce que, en effet, il y avait 15 victoires l'an dernier. On le sait, d'avoir des saisons à 15 victoires où il n'y a quasiment aucun faux Ouais. pas, c'est très compliqué. Là, il y a de très grosses équipes. 12 victoires, ça serait une très belle saison compte tenu de ce Mm. calendrier. Je suis assez d'accord avec toi. C'est pas, je ne mets pas 12 victoires en me disant qu'il va y avoir du moins bien cette année par rapport à l'an dernier. C'est juste pour moi le calendrier et que, par définition, pour n'importe quelle équipe, c'est dur d'aller gagner à Baltimore, c'est dur d'aller gagner à Kansas City. Ça sera probablement dur d'aller gagner à Cincinnati, encore que c'est dur d'aller gagner à Philadelphia. Donc, pour moi, je suis d'accord avec toi. Je les vois vainqueurs de leur division. Je ne sais pas si tu partages cet avis aussi. Oui, Je sais je plus pense ce qu'on qu'ils avait prennent la dit pour les, division. pour les Vikings, mais je pense que si on. Alors, il faudra nous fact-checker, mais je crois qu'on avait mis moins que ça. Donc, et Je, je je dis crois c'est qu'on pas a là pour dit les. 11. Je Ok. crois qu'on a mis 11 pour les Vikings, Bon, ça mais marche bien. Et pour les Packers, j'espère que vous n'avez pas mis plus de 12 pour pas qu'on soit fact-checké. Mais voilà. Donc, victoire de la division, très certainement pour nous, en tout cas, pour les Lions. 12 victoires, 5 défaites. Est-ce que tu les vois aller loin? On va finir sur ça. Est-ce que tu les vois aller loin en playoff? Parce que gagner la division, aller en playoff, c'est une chose, mais on a l'impression que les Lions, désormais, ils ont de grandes ambitions. Est-ce que tu les vois capables d'aller au Super Bowl, de gagner le Super Bowl? Parce que c'est de ça dont on parle. oui, 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 moi je pense qu'ils ont toutes les armes. Ok, il y a ce petit craquage l'an dernier, enfin craquage tout court, mais pour moi il y a suffisamment de talent pour clairement viser le titre. Et je pense qu'ils peuvent le faire. Ouais. Eh bien, c'est sur ces belles paroles pour les supporters des Lions qu'on va terminer cette pastille. On s'est bien étendu sur les Lions, forcément, c'est l'une des meilleures équipes, mais vous pouvez aussi retrouver pardon, un autre avis d'un autre rédacteur, c'est Hugo Brun, je crois, qui va écrire la preview, qui a écrit la preview écrite des Lions sur le site. Vous pourrez aller regarder. Et bien entendu, il y a l'équipe type, il y a le calendrier qui est bien posé si vous voulez bien l'analyser. Il y a beaucoup de choses, il y a toutes les arrivées, tous les départs, les re-signatures aussi, la draft. Je parle rarement de tous les choix et de tous les joueurs qui ont été draftés
rajouter, mais ce sera écrit sur cette preview-là. Et Hugo qui a, je crois, le même facteur X que nous. J'ai eu le droit de regarder un petit peu plus tôt cette preview. Il a le même facteur X que nous, comme quoi c'est vrai que c'est une vraie question. Voilà, c'est ainsi qu'on termine cette pastille sur les Lions. Demain, on se retrouvera pour une autre équipe. On ne sait pas encore laquelle, Raph, parce que ça change. Ça sera peut-être les Jaguars. Peut-être que les Jaguars, on les a fait hier. Ça sera peut-être les Bills. On verra. C'est la surprise. En tout cas, vous savez qu'il reste plus beaucoup d'équipes. On est à minima à 4 jours du début de cette saison régulière. Donc, vous savez, si vous êtes supporter qui plus est d'une de ces équipes, vous attendez la pastille impatiemment. Eh ben, ça sera peut-être demain. On se retrouve quoi qu'il arrive demain. Raph et moi, ça, c'est la seule certitude. Allez, ciao, ciao. This is not a drill. You can get the new iPhone 16e with Apple Intelligence for just $49.99 when you switch to Boost Mobile. Wait, that's the actual fire alarm. We need to go. Visit your nearest Boost Mobile store for full offer details. Apple Intelligence requires iOS 18.1 or later. Restrictions apply. Fall is all about cozy comforts, but when you're prioritizing your health, it's easy to feel like you're missing out. With Hero Bread, you can enjoy all your fall favorites because they're made with Hero Bread sliced bread loaves, tortillas, bagels, dinner rolls, and more. Try their all-new Hero Noodles with 12 grams of protein and just 80 calories. So skip replacing every carb with cauliflower and indulge in your breakfast, lunch, and dinner time favorites while still hitting your goals. From breakfast bagels and meal prepped enchiladas to mouth-watering burgers and cheesy noodles. You won't believe Hero Bread's options have 0 to 5 grams net carbs and are high fiber from the taste and texture. They've even got small batch drops of indulgent favorites like the popular Hero Croissant. And right now, Hero Bread is offering 10% off your order. Go to hero.co and use code FALL25 at checkout. That's fall25 at hero.co. All figures are per serving of Hero Bread. Contains 2 to 18 grams of fat per serving. See the product nutrition panels on hero.co for more information.